peut gagner le Tour de France, oui. Et le Tour de France, c'est aussi parfois une affaire de circonstances, dont je pense dès cette année. La fédération est jamais qu'une grosse PME. D'abord sur ses obligations de localisation. Quid en matière de cyclisme? Quel est votre avis sur le sujet? Il faut quand même de temps en temps se mettre aussi à la place de ce que ça provoque sur la vie d'un sportif. C'est presque pire que le bracelet électronique. La passion pour la discipline, c'est ce qui nous fait lever le matin. Alors aujourd'hui dans Offside, nous accueillons Michel Callot, président de la Fédération française de cyclisme depuis 2017, réélu fin 2024 pour un troisième et dernier mandat. Vous êtes membre du comité directeur de l'Union cycliste internationale, l'UCI. Vous présidez le comité d'organisation des championnats du monde 2027 en Haute-Savoie à Mont-Blanc. Et après le football, le handball, l'athlétisme, Offside désormais enfourche le vélo. Aujourd'hui, ça va être la journée portes ouvertes pour toutes les éventuelles expressions qui se rapprochent de près ou de loin au cyclisme. Michel Callot, bienvenue dans Offside. Bonjour à toutes et tous. Merci de votre invitation. Merci à vous. Alors, on va refaire un petit débrief sur votre jeunesse, si vous me le permettez, puisque vous êtes né le 18 février 1967 à Bourg-en-Bresse, dans l'Ain. Bac scientifique en 1985, diplôme de gestion des entreprises à Lyon en 91, puis l'Institut d'administration des entreprises de Grenoble en comptabilité en 1993. Vous passez par un cabinet comptable. Et avant de bâtir toute une carrière dans l'enseignement supérieur jusqu'à diriger l'enseigne nationale IPAC, Bachelor Factory. Alors on voit donc que vous venez de la gestion et de l'enseignement, non pas des cabinets ministériels comme certains, et on aimerait savoir en quoi ce parcours d'homme de terrain a-t-il façonné votre façon de diriger une fédération? Alors, je pense que tout est très complémentaire dans la manière dont on façonne son parcours. Pour moi, il y a eu deux piliers importants. Le pilier bénévolat, celui très classique, où on devient président de club et puis président de comité régional et on est intéressé à ce moment-là par les sujets fédéraux. Ça, c'est une construction essentielle parce qu'elle permet de comprendre l'univers qu'on peut être amené un jour à piloter. Et puis, l'autre pilier, c'est effectivement mon parcours professionnel. Je suis rentré dans une structure, une petite SARL qui, par le jeu des fusions, est devenu un groupe un petit peu plus important que j'ai eu le plaisir de diriger, en ayant occupé beaucoup de fonctions opérationnelles avant et en ayant une connaissance assez fine de l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve évidemment en fédération, puisque la fédération n'est jamais qu'une grosse PME. Merci pour cet éclairage. Alors, avant le dirigeant, il y a le coureur, puisque j'ai cru comprendre que vous avez roulé une dizaine d'années quand même en première catégorie amateur. Vous avez pris notamment la 3e place du championnat du Dauphiné-Savoie en 94. Félicitations. Alors, que reste-t-il finalement du compétiteur dans le président d'aujourd'hui? Ça, c'est le sel de la motivation, en fait. Tout est là. C'est parce que j'ai été coureur cycliste, c'est parce que je suis passionné par mon sport depuis tout gamin que, quelque part, je me suis engagé bénévolement dans le cyclisme. C'est pas tout à fait un hasard si je suis plutôt dirigeant cycliste que dirigeant de foot ou d'un autre sport, même s'il y a beaucoup de points communs. Mais malgré tout, c'est ce qui nous inspire aussi. Et un président de fédération, il a besoin d'être inspiré parce qu'il a besoin de montrer la voie. En tous les cas, de pouvoir fixer un certain nombre d'objectifs qui sont le fruit d'une vision. Et si on connaît mal le sport, je pense que c'est beaucoup plus difficile. Très bien. Alors, côté dirigeant, vous êtes également l'un des créateurs du comité régional de la Fédération française de cyclisme, que vous avez d'ailleurs présidé de 2005 à 2017. Vous avez présenté une première candidature à la Fédération française de cyclisme en 2009. Je ne sais pas si vous aimez qu'on vous le rappelle. Oui. C'est une expérience dans tous les cas. C'est un très bon souvenir. Oui, tout à fait. Et puis ensuite, vous avez été au Conseil fédéral de 2015 à 2017, avant votre élection à la présidence le 11 mars 2017, autour du projet Roulons tous ensemble. Alors, lorsqu'on se penche finalement sur votre parcours, on constate que vous avez bâti finalement, en tout cas c'est comme ça que je l'ai perçu, un territoire avant de prendre la maison mère. Diriger une région, est-ce que finalement c'est le meilleur apprentissage pour présider ensuite une fédération nationale? C'est difficile pour moi de dire si c'est le meilleur, mais en tous les cas, c'est un point de passage qui me semble très important parce que quand vous présidez, nous on appelle ça des comités régionaux dans notre fédération, mais d'autres ce sont des ligues régionales, vous avez un raccourci de la fédération. Vous gérez tous les sujets qui environnent le cyclisme à 360 degrés. Vous avez déjà une petite structure, en l'occurrence pour moi le comité Rhône-Alpes c'était déjà et largement le plus grand de France. Donc vous avez des salariés, vous avez des cadres d'État placés auprès du comité régional. En raccourci, c'est une petite fédération
Donc, c'est effectivement un très bon apprentissage et surtout, c'est un apprentissage dans lequel vous êtes au quotidien en contact avec les clubs, avec la réalité des clubs et ça évite que vous soyez trop décalé quand vous êtes au niveau fédéral, un peu plus éloigné, ne serait-ce qu'à cause de l'agenda des présidents de clubs. C'est peut-être du coup du fait de cette réalité des clubs que vous connaissiez, que vous côtoyez, que vous avez pu finalement obtenir assez rapidement du coup ce mandat en 2017. Et puis ensuite en 2021 puis 2024. Et d'ailleurs, vous avez été réélu avec près de 70% de votes, mais pour un mandat que vous savez finalement être le dernier. Est-ce que vous abordez finalement différemment un mandat dont on connaît finalement déjà la fin? Oui, très certainement qu'on l'aborde différemment. D'abord parce que les choses se font pas d'un seul coup quand vous accédez à la présidence d'une fédération. Le premier mandat, c'est un mandat, par exemple, pour un provincial, je suis provincial, où il faut Mmh. construire son réseau parisien. C'est pas si évident que ça. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Il faut construire son réseau sur le plan international également. La France est une grande nation de cyclisme. Tout ça, c'est une énergie que vous placez pas directement au cœur du projet fédéral, même si ça en fait partie. Le deuxième mandat, c'est un mandat de solidification. Vous commencez à pouvoir utiliser tout ça pour le mettre vraiment au service de la fédération, construire des grands projets. Par exemple, pour nous, le projet des championnats du monde 2027. Et puis, le troisième mandat, c'est un mandat dans lequel ben, il est important de, à la fois, concrétiser un certain nombre de choses, mais à la fois aussi pouvoir peut-être peser sur des trajectoires qu'on voudrait durables pour la fédération. Après, d'autres équipes feront ce qu'elles ont à faire. Mais c'est assez humain, en tous les cas, de vouloir peser sur le devenir à moyen et long terme de son sport. Et c'est tout à votre honneur. Alors, pour la première fois d'ailleurs en 2024, les clubs ont voté directement pour l'élection. C'est une petite révolution démocratique. Qu'est-ce que ça a changé dans votre rapport finalement à la base électorale? Alors, c'est complexe parce que nous, on a une fédération qui a beaucoup de clubs, on a 2300 clubs, donc c'est un éparpillement important et surtout, la caractéristique de ces clubs, c'est qu'ils sont en moyenne de petite taille, 45 licenciés en moyenne. Donc, le rapport au siège fédéral, parce que finalement, c'est comme ça que le perçoit un club, le rapport au siège fédéral, il est souvent très éloigné. Mmh. Et c'est assez difficile de pouvoir entrer en communication, hein, tout simplement, avec toute cette base, tous ces dirigeants de clubs, ce qui est très différent dans des fédérations où les clubs sont beaucoup plus gros et le nombre beaucoup moins important. Donc, bon, voilà, ça a changé le fait qu'il faut renforcer les outils de communication pour essayer d'expliquer son projet. Ce qui reste à faire encore pour demain et après-demain, pour tous ceux qui seront candidats à des élections à la Fédération française de cyclisme, c'est d'arriver à convaincre les clubs de s'intéresser à ce temps d'élection. On y est partiellement arrivé, mais il y a quand même encore une grosse marge de manœuvre, me semble-t-il. Et ensuite, c'est d'essayer de pouvoir continuer à se faire élire ou faire élire des équipes sur des projets en responsabilité et pas sur des projets démagogiques. Et ça, c'est le risque que je vois à cette conséquence de l'évolution législative qui nous a obligés à aller vers ce process-là. Je crois quand même que dans notre pays, on a parfois tendance à mélanger des idéaux de démocratie avec une réalité opérationnelle de terrain. Ouais, vraiment, une passe décisive, désolé pour la petite analogie avec le football. Mais pour le coup, c'est exactement le sujet que je voulais aborder, puisque pour pouvoir mettre en œuvre en pratique, du coup, ces résolutions, encore faut-il avoir le budget. On parle notamment d'environ 25 millions d'euros, donc près de 4 millions de l'Agence nationale du sport. Et la Cour des comptes a rendu en février 2025 un rapport d'observation sur la fédération, sur laquelle je ne reviendrai pas concrètement par rapport aux chiffres, ce n'est pas le lieu pour le faire. Juste, j'aimerais savoir ce que vous avez retenu en tant que président de la fédération et quelle suite concrète lui avez-vous donné? Alors effectivement, cet audit de la Cour des comptes, pour moi, je le traduirais de deux manières. Il y a une manière un peu négative, c'est une charge de travail, hein, et notamment pour les équipes, qui est très conséquente. Ça, passons sur l'aspect négatif. Sur l'aspect positif, ça a été un temps très intéressant. On a eu des échanges, des discussions avec les rapporteurs de la Cour des comptes, particulièrement perspicaces et qui nous ont amenés à réfléchir sur certains modèles de notre organisation. Alors, on a la chance d'être sorti de cette observation de la Cour des comptes sans conséquences fâcheuses, ou en tous les cas sans qu'il y ait de points particulièrement durs qui ressortent de ce rapport-là, mais ça amène quand même à repréciser notre projet
et pour nous, par exemple, à travailler encore plus sur un modèle qu'on sait fragile, qui est effectivement le modèle financier de la fédération. Même si on a amélioré les choses pendant les 8 ou 9 premières années de travail qu'on a pu faire, il reste des fonds propres qui sont encore un petit peu faibles. Et voilà, les discussions avec la Cour des comptes sur ces sujets-là étaient intéressantes parce qu'ils sont également porteurs de comparaison. Merci pour cet éclairage sur ce point assez délicat à mettre en œuvre en pratique, comme vous l'évoquiez. Si vous me le permettez, on va désormais évoquer des notions un peu plus juridiques. Puisque pour nos auditrices, il faut savoir que la Fédération auditrices et auditeurs, pardon, la Fédération française de cyclisme, au même titre que de nombreuses autres fédérations, dispose de ce qu'on appelle une délégation de service public. Alors, de quoi il s'agit? Il s'agit concrètement d'une délégation d'un service public, puisque le sport, l'organisation du sport est un service public. Et donc, l'État a une mission de service public en France. Et donc, comme elle ne peut pas, vous imaginez bien, organiser d'elle-même, elle n'en a pas les moyens, ni la mesure, ni l'expérience et la compétence pour le faire, elle va déléguer cette organisation de service public aux fédérations pour chacune des disciplines considérées. La délégation est généralement pour une durée de 4 ans. Elle va octroyer, du coup, de ce fait, des prérogatives de puissance publique aux fédérations qui disposent de cette délégation, notamment l'organisation des compétitions, la délivrance des titres et ainsi de suite. Mais il s'avère que depuis une loi du 2 mars 2022, il y a eu un petit changement dans cette organisation, puisqu'il est prévu que cette délégation, on y adjoint désormais un contrat assorti d'objectifs chiffrés que la fédération doit finalement respecter et à mettre en œuvre. Alors, Monsieur Callot, ce contrat de délégation, est-ce qu'il constitue pour la fédération finalement une sorte de partenariat utile avec l'État, ou s'agit-il finalement d'une contrainte de plus, d'une case à cocher? Ouais, très clairement, c'est une contrainte de plus. Je pense que le partenariat, il était établi préalablement par la manière d'animer la délégation, les contacts réguliers qu'on peut avoir avec l'administration centrale du ministère des Sports et les contacts politiques avec les différents ministres qui se succèdent parfois plus vite que les présidents de fédération, mais c'est comme ça. Bon, le contrat, il formalise beaucoup de choses. Et je crois que c'est un sentiment que je partage avec à peu près tous mes collègues présidents de fédération. Aujourd'hui, on a l'impression quand même qu'avec ce contrat de délégation, l'État, c'est la machine étatique. C'est pas simplement le ministère des Sports ou la ministre des Sports, c'est la machine étatique cherche quelque part à se couvrir sur plein de sujets. Sur lesquels on veut impliquer les fédérations, alors certainement à juste titre. On veut le verrouiller par un contrat qui est plus ou moins suivi parce que le ministère n'a pas le temps non plus de suivre tout ça dans les détails. Et l'impression que ça fait peser sur les bénévoles, qui sont quand même la source première de ressources dans une fédération, c'est une lourdeur un petit peu inutile et parfois mal comprise. Et surtout à l'heure où le sport se professionnalise de plus en plus, on a beaucoup de sujets, on a une véritable professionnalisation du sport, que ce soit pour le cyclisme ou pour d'autres disciplines sportives. Et ce faisant, il y a une question qui se pose, c'est celle d'une éventuelle création d'une ligue professionnelle de cyclisme, et donc forcément d'une subdélégation au profit de cette ligue, qui revient de plus en plus sur la table. Est-ce que c'est souhaitable selon vous? Alors nous, nos prédécesseurs ont fait le choix en 2008 d'avoir une ligue autonome. Et donc, on a un contrat de subdélégation qui se renouvelle normalement tous les 4 ans. Moi, j'ai rechallengé fortement ce contrat de subdélégation. Nous l'avons renouvelé que pour 1 an. Ce faisant, on a secoué un petit peu tout le monde, l'écosystème finalement des fédérations et des ligues, à savoir qu'on n'est que 6 à être concernés. Les 5 autres sont les grands sports collectifs que tout le monde connaît. Parce que finalement, chacun a pris conscience que au moment du renouvellement, de la rediscussion du contrat de subdélégation, c'est le moment où la fédération a réellement un pouvoir vis-à-vis de sa ligue. Et ça, c'est important. Et vous voyez, au moment où on se parle ce matin, on a une commission mixte paritaire qui discute d'une future loi sur le sport professionnel, dans laquelle le mouvement sportif, on est quand même assez inquiet de ce que pourraient devenir les nouvelles obligations en matière de contrat de subdélégation. Des exemples? Alors, par exemple, un des amendements qu'on combat fortement et dont on espère qu'il va, passez-moi l'expression, mais sauter ce matin dans la commission mixte paritaire, prévoit que les fédérations ne pourraient plus d'elles-mêmes décider de ne pas subdéléguer,
mais devrait s'en remettre à l'avis d'un ou d'une ministre et éventuellement à la décision finale d'une ministre. On considère, nous, que c'est un contrat de droit privé et que notre puissance délégante n'a pas à se mêler de ça. En tous les cas, pas à s'en mêler de manière décisionnelle. Ouais. C'est des sujets très, très impactants pour le pouvoir de négociation des fédérations vers les ligues. Et si je pense à mes collègues des sports collectifs, pour eux, il y a de gros enjeux économiques associés. C'est moins vrai en cyclisme. Et voilà. Mais là, on rentre, vous voyez, dans des sujets sur lesquels le législateur, et on rencontre beaucoup de députés, beaucoup de sénateurs, entre parfois par une porte un petit peu dérobée sur des sujets, veut agréger toute une série d'idées, dont certaines sont très mauvaises, mais essentiellement par méconnaissance. D'accord. Donc vous avez parlé du coup de l'aspect économique dans cette description des problématiques liées au contrat de subdélégation. On la retrouve de plus en plus avec cette volonté de développer le spectacle, parce que c'est aussi un enjeu économique, forcément. Et donc, cette volonté-là, il y a forcément des problématiques qui vont naître du fait des tracés de plus en plus potentiellement dangereux, des problématiques de sécurité. On sait très bien qu'en matière de cyclisme, la sécurité a toujours été un sujet majeur. J'ai l'impression que désormais, il est plus un sujet brûlant que majeur, donc ça a atteint une étape supplémentaire. Alors, selon vous, entre chute, traces, responsabilité éventuelle des organisateurs, où placez-vous plus précisément la frontière entre le risque inhérent au sport et la faute éventuellement juridique dans le cadre de l'organisation de ces événements? Alors, d'abord, effectivement, la sécurité sur la route, pour nous, c'est une priorité permanente. D'abord à l'entraînement, où là, on n'y peut pas grand-chose. On est dans le cadre de la sécurité routière et de la circulation sur des voies publiques ouvertes à toutes et tous. Puis après, on a le registre de la compétition, où effectivement, notre délégation nous amène à produire des règles techniques et de sécurité. C'est dire comment est-ce que un organisateur doit s'y prendre pour apporter, en tous les cas, un minima en termes de standards de sécurité. Et ensuite, tout ça se transpose effectivement sur le registre de la responsabilité. Aujourd'hui, on est de plus en plus confronté à des juges, des juges d'instruction notamment, qui ont des actions visant à chercher à élargir le cadre de la responsabilité en considérant qu'une fédération n'a pas été assez loin dans ses règles techniques et de sécurité, et donc en n'allant pas assez loin, met en danger ses coureurs pour nous, et particulièrement aggrave sa responsabilité quand il s'agit de mineurs. Or, pour nous, c'est une affaire d'équilibre. Il faut qu'on trouve l'équilibre entre ce qui est réalisable sur le terrain. Nos clubs organisent plus de 11 000 manifestations par an, c'est beaucoup, et évidemment, ce qui est suffisamment protecteur par rapport à nos coureurs, sachant qu'on ne peut malheureusement pas obtenir une sécurité absolue quand on est d'abord sur un vélo, ensuite sur une route, et tout ça au milieu d'un espace public. Le risque zéro n'existe pas. Non. Ça, on est bien d'accord là-dessus. Alors, toujours dans cette professionnalisation, on voit désormais aussi des agents peser de plus en plus lourd dans les carrières, les transferts, et donc du coup dans l'écosystème du cyclisme, notamment sur route. On pense notamment à l'agent de Paul Sixas, Yuna Loka. Est-ce que c'est une bonne chose pour le cyclisme, ou est-ce qu'il faudrait mieux encadrer, même s'il est déjà cette activité? Alors oui, parmi les agents, vous avez des gens très sérieux qui font très bien leur travail, vous en avez d'autres beaucoup moins. Le cyclisme était pas trop concerné par ce travail d'agent jusqu'à il y a quelques années. Ça s'est considérablement accentué parce qu'il y a plus d'argent, tout simplement. La masse salariale a considérablement augmenté. Et aujourd'hui, nous, on voit un travers énorme, c'est que ces agents viennent chercher des coureurs de plus en plus jeunes, notamment des mineurs, impactant très fortement sur leur parcours scolaire, sur toutes ces choses-là. Donc, on souhaite, et on a fait des propositions en ce sens à l'Union cycliste internationale, qui est une régulation beaucoup plus forte du travail des agents et du périmètre sur lesquels on les laisse intervenir ou pas. Merci pour cette information qui est à tout le moins pertinente, et on espère que l'UCI prendra du coup les mesures qui s'imposent pour tenter d'encadrer un peu mieux cette activité. Alors, en parlant de sujets délicats, parce qu'on sait que cette activité d'agent peut parfois être un petit peu délicate, la suite logique, forcément, c'est naturellement le dopage. Vous affirmez que le cyclisme est le sport qui investit le plus dans la lutte antidopage. Pourtant, de manière très courante, dès qu'un coureur écrase le Tour, je ne citerai pas de nom, le soupçon renaît. Certains parlent de performances jugées parfois surhumaines.
Comment on vit finalement cette suspicion permanente et quels sont les outils sur lesquels je reviendrai un petit peu après votre réponse, dont disposent les instances nationales et internationales pour prévenir dans un premier temps, puis lutter contre le dopage? Alors, pour répondre à la première partie de la question, Ouais, on le vit d'abord un peu dans l'agacement, forcément. j'imagine. Alors, ça tient aussi un peu à la nature de notre sport. Je pense que le cyclisme sur route, peut-être avec quelques autres disciplines comme le marathon, comme le ski nordique, fait partie des sports physiquement les plus difficiles, Mmh. les plus contraints en tous les cas. Pour le commun des mortels, on n'arrive même pas à imaginer la différence de niveau qu'on peut acquérir, sans même parler de talent, mais juste en s'entraînant, en faisant du vélo tous les Ouais. jours, et puis en plus en étant jeune, parce qu'ils sont jeunes quand même les coureurs, hein, ils n'ont pas 60 ans. Euh, et ça, dans l'imaginaire populaire, c'est un truc dont on ne se séparera jamais. Quand on va voir un coureur grimper un col à 20 km/h, on se dit c'est pas humainement possible. Si, ça l'est, par le biais de l'entraînement, par le biais de toutes ces choses-là. Mais du coup, ça colle déjà une sorte d'étiquette au cycliste. Bah, de toute façon, c'est tellement difficile qu'on ne peut pas le faire sans un apport extérieur. Bon, une fois qu'on a dit ça, si on veut regarder les choses de manière très concrète, c'est d'abord pour le sport cycliste être volontariste, et il l'est dans toutes les mesures liées à lutter contre le dopage. Donc lutter contre le dopage, on le fait de plusieurs manières. On le fait par des tests, donc dans les épreuves, hors compétition. Alors, voilà, c'est maintenant les cyclistes sont de loin les sportifs les plus contrôlés. Globalement, l'année dernière au niveau international, il y a eu un cas. Donc on a très peu de cas. Donc on nous dit vous faites mal votre boulot. Mais la réponse qu'on peut avoir, c'est de dire déjà on le fait mieux que les autres. Oui. Donc, c'est pas parce qu'on trouve pas de cas qu'on fait mal notre boulot. C'est sans doute que vis-à-vis des règles en l'état, qui sont en plus les règles de l'AMA, de l'Agence mondiale antidopage, bah, nos cyclistes sont conformes. Ouais. Après, qu'il puisse y avoir peut-être chez certains ou à certains moments des méthodes de dopage non encore détectables ou non encore interdites par l'AMA, moi je sais pas le dire. Je sais pas le dire et personne ne sait le dire. Ça reste que de la suspicion gratuite. Oui. Mais ce qu'on peut affirmer, c'est que les cyclistes sont extrêmement contrôlés et les contrôles qu'on fait démontrent qu'ils sont conformes à la réglementation actuelle. Le reste, c'est affaire de spéculation. Alors, vous évoquiez les problématiques des pratiques qui ne sont pas encore prises en compte par les instances antidopage. Le professeur Jean-Claude Alvarez, que j'ai interrogé récemment, que vous connaissez peut-être, évoquait pour lui la nécessité pour les instances antidopage de se doter d'un outil de recherche dans lequel des moyens conséquents devraient être forcément du coup mis en œuvre pour pouvoir permettre une recherche quotidienne des nouveaux outils et même d'anticiper éventuellement les pratiques qui pourraient éventuellement mettre en œuvre par du coup les éventuels contrevenants. Est-ce que vous adhérez à cette solution éventuelle ou non? Bien sûr, bien sûr. Et le président de l'Union cycliste internationale, David Lapartien, qui siège à l'AMA, au conseil d'administration de l'AMA, milite pour ça. Le cyclisme milite pour qu'il y ait plus de moyens mis sur ces sujets de recherche, sur ces sujets d'activation de tout moyen, on va dire, par l'AMA. C'est pas du tout partagé avec les autres sports. Et même dans l'esprit, je pense qu'il y a des différences d'approche très importantes selon les cultures, entre la culture anglo-saxonne, la culture française. Il y a des cultures très différentes dans la manière d'approcher le dopage. Et quand on transfère ça sur des grandes organisations internationales, ben on n'a pas toujours la ligne rigoureuse qu'on aimerait voir appliquée. Et vous voyez, dans le volontarisme du cyclisme, par exemple, on conserve aujourd'hui les échantillons pendant 10 ans. C'est-à-dire que le coureur qui prendrait des substances non détectables aujourd'hui, bah peut-être dans 10 ans, elles le seront. Donc, on essaye d'aller au maximum de ce qu'il est possible de faire, encore une fois, dans un contexte de l'Agence mondiale antidopage et un contexte international. Mais finalement, au-delà des méandres administratifs liés à toute organisation, notamment aussi importante que celle du sport professionnel, que ce soit national et international, qu'est-ce qui fait que ce type de solution proposée prend autant de temps à être mise en œuvre? L'argent. C'est les budgets qu'on veut consacrer à ça, tout simplement, et que les États sont en capacité de s'accorder
pour alimenter le budget de l'AMA. J'imagine que si l'AMA recevait davantage de moyens, il y a des spécialistes au sein de cette agence qui sont remarquables, donc ils réinvestiraient cet argent. Mais la difficulté, c'est de mobiliser les parties prenantes, les États, sur l'importance de travailler sur ces sujets-là et d'y consacrer effectivement suffisamment de crédit. Merci pour votre retour. Alors, pour nos auditrices et auditeurs, par rapport à cette question des moyens et des outils en matière de lutte antidopage, j'aimerais faire une petite précision par rapport aux obligations de localisation, qui est un mécanisme qui n'est pas forcément très connu par le grand public, qui consiste finalement à permettre à des instances antidopage, que ce soit nationales ou internationales, que ce soit l'Agence française de lutte contre le dopage, que ce soit parfois l'UCI, d'inscrire des sportifs dans des groupes qu'on appelle des groupes cibles, comme vous le savez. Et ces groupes cibles, ce sont des groupes dans lesquels des sportifs qui sont nommément désignés par ces instances sont des groupes dans lesquels ces sportifs ont l'obligation de renseigner la localisation, d'où le nom obligation de localisation. Alors la difficulté, elle est qu'ils doivent renseigner pendant une période d'1 an au départ leur localisation sur un créneau de 6h à 23h, et ce, tous les jours pendant 1 an. Au départ, c'est 1 an. Malheureusement, et ça, c'est une vraie dérive sur laquelle on reviendra peut-être, c'est souvent renouvelé pendant de très nombreuses années. Je connais certains que ça fait plus de 10 ans. Donc, c'est vraiment très problématique et très intrusif dans leur vie privée. Le tout de cette obligation, c'est quoi? C'est de permettre du coup aux instances de pouvoir procéder à un contrôle qu'on appelle inopiné lors de ces créneaux qui ont été renseignés, à l'endroit qui a été renseigné. Et donc, du coup, si la personne en question sportif n'est pas présent, ou s'il a changé à la dernière seconde forcément ses obligations, on appelle ça un manquement, ou un no-show lorsqu'il n'a pas été présent. Et 3 manquements sur une période de 12 ans, ça implique potentiellement une suspension de 24 mois, qui peut être réduite dans certaines circonstances où il n'y a pas de négligence et ainsi de suite, sur lesquelles je ne reviendrai pas. Donc là, ça fait partie d'un des outils préventifs qui a été prévu par les instances antidopage. Il y a également forcément des listes de produits dopants qui sont forcément interdites. Il y a des exonérations qui sont possibles via des autorisations d'usage à usage thérapeutique, on appelle des AUT. Voilà, tout un tas d'outils qui permettent de contrôler en amont, de contrôler aussi après, puisque du coup, il y a des contrôles, comme vous l'évoquiez, dans le cadre des compétitions qui permettent de déterminer si tel ou tel sportif est éventuellement dopé. Alors ça, c'est le régime actuel. Il y a un régime potentiellement futur sur lequel on va revenir, mais qui est actuellement présent dans la pratique. En tout cas, les gens se posent des questions. C'est la fameuse question du dopage mécanique. Quid en matière de cyclisme? Quel est votre avis sur le sujet? Alors, d'abord, sur ces obligations de localisation, je voudrais pour vos auditeurs que chacun mesure bien l'effort des sportifs. Tout à fait. Imaginez, il fait chaud aujourd'hui, vous sortez du bureau, vous décidez avec votre famille d'aller dîner ce soir au bord d'un plan d'eau. Ça, un sportif concerné par ces obligations de géolocalisation, il faut qu'il pense à remettre à jour sa géolocalisation par rapport à ça. C'est extrêmement intrusif, et la charge mentale associée, elle est énorme. Alors, côté mouvement sportif, on défend bien évidemment ce principe-là, parce qu'il n'y en a malheureusement pas d'autres, mais il faut quand même, de temps en temps, se mettre aussi à la place de ce que ça provoque sur la vie d'un sportif. C'est presque pire que le bracelet électronique. Tout à fait. Voilà. Donc, d'abord, rendre hommage aux sportifs de tous les sports, d'ailleurs, qui sont concernés par ces sujets-là, parce que vraiment, ça les amène à jouer le jeu d'une manière incroyable pour faciliter ces opérations-là. Après, le risque, c'est le risque. Le premier risque, c'est le risque de l'erreur, de l'oubli. J'ai pas pensé de changer ma géolocalisation parce qu'on m'a provoqué un stage la semaine prochaine qui n'était pas prévu. Je devais être à Nice, je vais être à, je sais pas moi, à l'Alpe d'Huez. Et vous avez quand même affaire à une population qui, pour partie, est encore très jeune. Donc voilà. Donc notre travail, notre fédération, c'est d'essayer de les aider, de les accompagner, de les sensibiliser. Quand il y a eu un no-show, comme on dit, c'est-à-dire l'inspecteur est venu et puis l'athlète n'était pas là où il devait être. On les reçoit, on leur explique tout l'enjeu pour eux d'abord, le risque que ça représente pour eux. On les rappelle à la règle et puis on essaie de leur expliquer également l'enjeu que ça représente pour leur sport, pour leur fédération. Et que si malheureusement ils devaient être sanctionnés à cause de ça, ils vont embarquer tout l'écosystème qui les accompagne. C'est pas eux tout seuls. Donc, on essaye de faire ce travail pédagogique, notamment avec les plus jeunes, et c'est important de le faire. Ensuite, sur la fraude technologique qu'on peut
craindre dans le cyclisme et plus la technologie va avancer, plus on la craindra, J'imagine. notamment avec tous les travaux qui se font aujourd'hui sur l'électrification des moteurs, alors pas spécialement des moteurs de vélo, mais des moteurs en général. Le fait que ce soit de plus en plus petit, miniaturisé, ça nous fait craindre effectivement que certains en profitent pour tricher. Donc là encore, en tous les cas, au plus haut niveau, au niveau international, on a des mesures très strictes de vérification des vélos. Par exemple, sur le Tour de France, les vélos de tous les coureurs sont vérifiés tous les jours, Mmh. de manière très, très précise, avec du matériel spécialisé. Il y a un petit camion dédié qui permet de passer les vélos comme s'ils rentraient dans un appareil de radio, et de radiographie. Ouais. On voit tout l'intérieur, tout ce qu'il y a dedans. Et l'Union cycliste internationale tient à faire ce travail de manière rigoureuse, même si, jusqu'à ce jour, on a eu un seul cas dans la préhistoire de ce qui pouvait être l'électrification des vélos, avec une athlète en cyclocross qui s'est fait prendre d'ailleurs très facilement parce que c'était pas une fraude très, très habile, on va dire. Alors, si en matière de dopage mécanique, vous dites avoir du coup mis en place des systèmes qui permettent, en tout cas, d'essayer d'éviter ces fraudes-là, par rapport à ce que vous rebondissiez sur la question des obligations de localisation, vous avez évoqué le caractère intrusif sur lequel j'aimerais revenir. Qu'est-ce que vous proposeriez, vous, avec votre expérience pratique du terrain, pour éventuellement éviter de potentiellement nuancer un petit peu plus cette difficulté? On sait bien, comme vous l'avez évoqué, la difficulté que ça peut occasionner. On sait bien que certains des athlètes n'ont pas forcément les moyens d'avoir un encadrement élargi qui leur permette de mettre en place, du coup, en lieu et place de même, du coup, ces obligations de localisation. Qu'est-ce que vous proposeriez éventuellement pour pouvoir éventuellement les accompagner et les aider au-delà de la prévention que vous évoquiez? Alors la question est très complexe parce que à la fois, et je le redis, on est convaincu De la dans le nécessité? cadre de la lutte contre le dopage, Oui. de la nécessité de Mmh. cet aspect-là. Parce que dès lors que vous commencez à ouvrir la porte à des aménagements, par exemple, on pourrait dire, on allonge les délais pour pouvoir prévenir d'un Mmh. changement ou des choses comme ça. Euh, si on rentre dans ce jeu-là, on sait qu'on ouvre des failles dans lesquelles D'autres? Ouais. 99% des athlètes en feront rien de mal, Mmh. et puis le pourcent qui veut tricher va s'en servir. Donc, et comme c'est celui-ci qu'on veut coincer, c'est très difficile. Moi, je pense qu'après, c'est réellement une responsabilité aujourd'hui des fédérations, des États également, d'essayer de mettre le plus de moyens possible dans l'accompagnement des athlètes, dans le fait de euh, déjà de bien leur expliquer comment ça fonctionne, parce qu'au début, c'est pas si simple que ça. Quand ils sont perdus, de pouvoir euh, les reprendre en main, Mmh. leur redire pourquoi c'est fait, essayer de leur enlever un peu de charge mentale, parce qu'au bout du compte, c'est ça qui pèse, Oui. c'est la charge mentale. Et pourquoi pas trouver un budget finalement pour que du coup ces athlètes-là puissent être accompagnés pour me renseigner ces obligations de localisation? Alors, il y a des formes de budget qui existent au niveau de l'Agence nationale des sports, qui sont pas directement fléchées là-dessus, Mmh. mais qu'on peut, par élargissement, Alloué. un petit peu allouer, Mmh. s'en servir en tous les cas pour faire ça. Mais bon, ça renvoie sur la problématique du financement des fédérations par l'État. Merci pour ces précisions. Alors après le soupçon, toutes les, manœuvres qui sont mis en œuvre, enfin les moyens pardon, qui sont mis en œuvre pour pouvoir essayer d'y remédier. On va parler désormais de la fierté, puisqu'on va parler des résultats, de l'argent des athlètes, notamment des JO de Paris 2024 qui ont été un franc succès pour le cyclisme français. Il y a eu 9 médailles, 3 en or, 4 en argent, 2 en bronze. Félicitations, c'est le fruit d'un travail de très longue date, j'imagine. On a eu des titres de Benjamin Thomas à l'Omnium, on a eu Joris Daudet en BMX, on a eu, Pauline Ferrand-Prévot en VTT. À Tokyo, 3 ans plus tôt, on part de très loin, puisque du coup, il n'y a eu que 2 médailles et aucune chez les femmes. Donc 9 médailles en 2024, 2 en 2021, c'est une progression qui est à tout le moins spectaculaire. C'est finalement votre principal argument sportif quand vous allez défendre votre mandat et votre héritage. Qu'est-ce qui a fait la bascule? Alors, moi, je parlerai pas de bascule, d'abord parce que j'ai eu cette chance. Moi, j'ai été élu vous l'avez rappelé tout à l'heure, en mars 2017, Mmh mh. et en septembre 2017, on obtenait à Lima les Jeux olympiques de 2024. Mmh. Et dès lors, on a recadré notre projet sportif avec le directeur technique de l'époque, Christophe Manin, en disant, évidemment qu'il y a un enjeu qui surpasse tous les autres, c'est de réussir les Jeux à Paris. Et on Mmh. savait que ça serait important. Bon, bien sûr, on aurait aimé faire mieux à Tokyo, et on avait prévu de faire un petit peu mieux. Mais la particularité de notre équipe à Tokyo, c'est qu'elle était très jeune
Et on a plus de 2 tiers des athlètes qui ont fait Tokyo qui ont refait Paris. Vous voyez, qui étaient présents à Paris. Et on sait qu'en matière olympique, l'acquisition d'expérience est importante. En plus, Tokyo venait dans un contexte très particulier de Covid. Ouais. Bon, voilà, et ça n'a pas facilité non plus notre approche, mais c'est pas une excuse parce que c'est pareil pour les étrangers. Simplement, je crois qu'on a eu besoin de la marche Tokyo pour continuer à affiner notre projet de performance, à se rendre compte de ce qui devait être amélioré ou transformé. C'est par exemple ce qui m'a décidé vraiment à me mobiliser pour faire venir Florian Rousseau nous accompagner sur la performance. Et je pense que ça a été un déclencheur extrêmement important et un facteur de réussite à Paris. Voilà, moi je le prends plus comme une étape de cheminement vers 2024 qui était le point d'orgue de notre projet sportif. Et je suis effectivement, pour reprendre votre mot, très fier parce que aux Jeux Olympiques, ce qui compte au bout du compte, hein, quand vous subissez la pression de tous les côtés, c'est la place de la France au tableau des médailles. Oui. Et en matière de cyclisme, on a terminé première nation du tableau des médailles du cyclisme. Ça veut dire que vis-à-vis de toutes les autres nations, le cyclisme a donné une longueur d'avance à la France. Et on n'est pas 36 disciplines à l'avoir fait. Il y a le cyclisme et le surf. D'autres disciplines ont performé, le judo, la natation, mais sans remporter leur tableau des médailles. Oui. Voilà. Et ça, c'est un point auquel je tiens beaucoup. C'est un vrai succès et encore félicitations pour le travail réalisé du coup en amont depuis 2017 avec le point d'orgue en 2024. Ça a nécessité, j'imagine, beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. En matière d'investissement notamment, on a évoqué le sujet du budget, du fonctionnement budgétaire qui n'était pas forcément évident à gérer. Ça, c'est au niveau de la fédération. Mais au niveau aussi des athlètes, vous-même, vous évoquiez que pour un athlète qui n'est pas rattaché à un employeur, le budget de fonctionnement annuel, il est de l'ordre d'approximativement 40 000 euros. On pense notamment aux pistards, aux pilotes de BMX. C'est un budget minimum, certes, mais qui leur permet de s'entraîner, de financer des stages, des déplacements. Mais c'est parfois très près du seuil de pauvreté. Donc là-dessus, comment sécuriser ce modèle pour que le haut niveau reste véritablement vivable sans dépendre de la seule médaille? Oui. Alors, sans dépendre de la médaille, ça va être difficile quand même parce que moi, je mesure encore plus après Paris 2024 l'impact que nos résultats l'impact favorable que Oui. nos résultats nous ont permis d'avoir. Je vois également certains collègues qui n'ont pas eu cette réussite à Paris, pour lesquels c'est très difficile, beaucoup plus difficile que pour nous. Alors, pour les athlètes, on essaye déjà d'utiliser tous les dispositifs possibles. Mhm. C'est pour ça qu'on avait négocié un maximum de contrats dans l'armée des champions, Oui. qui offre au moins un statut protecteur aux athlètes et puis des solutions de reconversion à l'armée ou en dehors, mais qui sont très bien travaillées. On essaye de les accompagner avec tous les dispositifs. Il y en a quand même un certain nombre d'aides individualisées qui peuvent être réfléchies sur les athlètes en fonction de leur potentiel et de leurs perspectives de résultats à venir. Et puis, on essaye de faire en sorte que quand ils sont en équipe de France, ils soient le mieux possible exposés médiatiquement pour pouvoir aussi attirer des partenaires privés, même si ça reste très, très compliqué dans des disciplines olympiques qui ne sont pas effectivement celles qui font le plus d'audience à la télé. Alors, vous avez évoqué le succès de ces JO, des problématiques que vous avez pu rencontrer pour les autres du coup, disciplines sportives. J'aimerais faire un petit focus rapide sur la réussite flamboyante pour le coup des femmes en cyclisme, puisqu'elles représentent quand même 13% des licenciés et pour autant, près de 48% des médailles de haut niveau côté féminin. C'est assez incroyable. Et vous visez désormais, vous me dites si je me trompe, 25% de licenciés féminines d'ici 2030. Est-ce que c'est un objectif réaliste et par quel levier concret vous comptez éventuellement y parvenir? Oui, alors la féminisation pour nous est une vraie problématique parce qu'on a un sport qui est, je vous donne juste une expression, mais les forçats de la route, Oui, on vient tout de à là, fait. quoi, en Oui, fait, hein. oui. Donc très masculin. Donc cette ouverture au public féminin, on la travaille de plusieurs manières. D'abord, il y a besoin de la vitrine. Donc nos championnes qui performent, une Pauline Ferrand-Prévot qui gagne le Tour féminin, Mmh, c'est des leviers d'attractivité qui sont puissants pour des tout jeunes à fait. femmes. Ensuite, on essaye de le travailler en féminisant tout ce qui peut l'être autour des sportifs. Dans l'encadrement des équipes de France, on a un baromètre, par exemple, qui nous permet de mesurer le taux d'encadrement féminin dans les équipes, là où il était 100% masculin il y a encore quelques années. Oui. Euh, L'idée étant d'amener de la féminisation de partout. C'est vrai pour les dirigeantes aussi, au-delà des
impositions de la loi de 2022, mais on essaye d'aller au-delà de tout ça. Et le plus important, c'est la formation auprès de nos clubs pour que nos clubs acceptent le principe d'avoir des sections dédiées aux femmes, féminines, parce que les femmes ont besoin de s'entraîner aussi entre elles. C'est pas toujours possible de mixer de mixter les entraînements. C'est pas toujours réalisable sur le terrain et on n'a pas suffisamment de clubs en capacité d'avoir des sections purement féminines. Donc c'est ces leviers-là qu'on essaye d'activer le plus fortement possible. Le 25%, comme toujours, il faut essayer de fixer des caps, des horizons et puis s'efforcer de les approcher ou de les atteindre, c'est encore mieux. Mais il faut que ce soit moteur. Donc là, vous parlez de l'inclusion finalement progressive des femmes dans l'organigramme, dans les structures clubs et notamment fédérales. Pauline Ferrand-Prévot, comme vous l'évoquiez, incarne cette montée en puissance. Elle a été championne olympique, vainqueur de Paris-Roubaix, Tour de France Femmes, etc. Mais malgré cette montée en puissance, au-delà de l'inclusion progressive, on constate aussi par ailleurs un prize money qui est encore très inférieur à celui des hommes, mais aussi parfois des conditions de course qui ne sont pas toujours équivalentes. Alors, que manque-t-il pour vous encore pour qu'une égalité réelle entre hommes et femmes puisse être effective dans le cyclisme? Il manque du temps. Rien d'autre pour moi. La professionnalisation du cyclisme féminin est très récente. Ouais. Et on a des progrès qui sont considérables. Alors c'est vrai qu'on voit encore ce qui manque, mais les progrès sont considérables. Je vous donne un exemple. Dans le cyclisme sur route, où il y a 10 ans, le professionnalisme était quelque chose vraiment d'inconsistant. C'est des bouts de contrat à droite et gauche, mais bon, rien de très, très, très précis. Aujourd'hui, quand vous prenez le plus haut niveau mondial, les équipes World Tour, il y en a 14, le salaire médian est de 85 000 euros par an. C'est une vraie professionnalisation, au sens où on en vit vraiment, et vous avez des athlètes qui ont des niveaux de vie très acceptables aujourd'hui. Mais ce chemin, il doit se faire en parallèle de l'économie que crée le cyclisme féminin, sa capacité à attirer des sponsors, sa capacité à faire des audiences. Et ça, c'est une marche en avant qui prend du temps, qui se fait pas en un claquement de doigts. Et vous voyez, aujourd'hui, si on prend le sujet des prize money, on a, alors quand je dis on, c'est beaucoup d'acteurs, on fait pression sur Amaury Sport Organisation, la Société du Tour de France, pour réorganiser un tour féminin. Ce qui a été fait, merci beaucoup à eux, parce que c'est vraiment le phare pour notre sport. Mais aujourd'hui, si on demande à l'organisateur du Tour de France, qui peine à équilibrer le budget du Tour de France féminin, d'aller y mettre les mêmes prize money, il va plus organiser. Oui. Donc voilà, je pense qu'il faut avancer, il faut progresser, un petit peu comme mon objectif de 2030, il faut mettre des caps, des horizons, mais il faut se laisser le temps de les atteindre. Et ce temps-là, il est conditionné tout simplement par notre écosystème qui, petit à petit, évolue favorablement autour du cyclisme professionnel, mais doit monter les marches une à une. Merci pour cette nouvelle transition qui est merveilleuse, puisque j'allais justement dire que toutes les bonnes choses prennent du temps. C'est exactement ce que vous avez évoqué. En BMX, d'ailleurs, vous avez dit que les bons résultats sont le fruit d'un travail de 10 ans. Et d'ailleurs, pareil, pour les Jeux Olympiques, c'était 2017 pour 2024, donc c'était 7 ans. Donc finalement, concrètement, vous avez un petit peu répondu à la question suivante, c'était de savoir comment construire une filière qui gagne quand le résultat n'arrive qu'une décennie plus tard. Vous avez évoqué les leviers un petit peu économiques, le fait d'augmenter l'attractivité, avoir un levier avec un personnage, une cycliste telle Pauline Ferrand-Prévot qui va potentiellement attirer des sponsors, etc. Quels autres leviers éventuellement vous pourriez éventuellement mettre en œuvre pour augmenter cette attractivité et donc du coup bénéficier d'une économie qui serait plus viable? En fait, là, dans une fédération, vous retrouvez vraiment une logique d'entreprise, pour faire un retour sur notre début. Pour moi, le premier point que j'ai mis en avant en devenant président de la Fédération française de cyclisme, c'est la perf. C'est sans doute l'histoire du petit coureur que j'ai été, hein. Et le plus important pour moi, c'est ce qu'on peut créer à travers le résultat de nos athlètes. D'abord pour eux, parce que ça transforme leur vie. Ensuite, pour l'image de notre fédération, c'est très important. Et enfin, pour notre attractivité vis-à-vis des pouvoirs publics, vis-à-vis des partenaires privés et vis-à-vis, évidemment, du grand public qui nous regarde.
À partir du moment où vous avez mis cette priorité en numéro 1, bah, vous allez construire tout en rapport. Vous allez laisser une part plus importante du budget pour tout ce qui peut peser sur la performance. Vous allez réfléchir à votre système de formation des cadres techniques pour qu'elle soit plus pointue. Vous allez ramener des experts sur tout ce qu'on appelle aujourd'hui les apports complémentaires, les gains marginaux qui viennent environner la performance. Il y a des choses dont on se préoccupe aujourd'hui, on s'en serait jamais préoccupé il y a 10 ans. Ouais. Par exemple, mettre un nutritionniste qui vient faire les repas quand on est en déplacement équipe de France. Vous voyez, des choses comme ça. Donc c'est une logique et je suis assez convaincu de ça, c'est quand on enferme une organisation vers un objectif précis, vers une logique qui est suffisamment portée et forte, bah, normalement, ça doit produire des résultats et petit à petit, au moins améliorer les choses et tendre vers le but recherché. Et vos résultats ont tendance à le prouver. En tous les cas, oui, jusqu'à maintenant, ça a relativement bien marché. Espérons que ça dure. Bah, je vous le souhaite. Donc, on va passer du développement en France, qu'on a évoqué, au rayonnement mondial, puisque vous siégez aussi en parallèle au comité directeur de l'Union cycliste internationale, l'UCI, depuis 2021, ainsi qu'à son comité d'audit et des finances, on en revient, et au conseil du cyclisme professionnel. Alors, comment un dirigeant français pèse-t-il de l'intérieur sur les grandes décisions du cyclisme mondial? Alors, honnêtement, c'est un petit peu plus facile de peser quand vous êtes français en matière de cyclisme Oui. parce qu'on est vraiment la fille aînée de l'Union cycliste internationale. C'est la France qui concentre le plus de coureurs professionnels, le plus d'épreuves, le plus. Bon, on est La souvent plus grande épreuve avec le Tour de France. la plus grande épreuve avec le Tour de France. On est souvent premier en fait sur les critères. Et on est très respecté. Le cyclisme français est très respecté dans le monde entier. Moi, ça a été vraiment une belle découverte de me rendre compte de ça. Également parce qu'en dehors du Tour de France, chaque fois qu'on organise des championnats du monde, des compétitions internationales, on a des standards d'organisation en France qui sont vraiment élevés. Et donc, le monde entier vient chez nous avec beaucoup d'envie, beaucoup de plaisir. Donc, fort de ça, c'est plus facile de porter certains messages. Maintenant, il faut se rendre compte également de l'inverse, c'est que quand vous parlez dans un comité directeur de l'Union cycliste internationale, depuis la France, vous incarnez la vieille Europe traditionnelle du cyclisme. Vous parlez avec des Asiatiques qui ont une connaissance très différente de Oui. notre sport, ou une approche ou des visions très différentes de notre sport. Des Africains qui ont des tas de problèmes qui sont très éloignés de nos problèmes de riches européens en matière de cyclisme. Voilà, donc il y a cette confrontation-là et il faut surtout, je crois, beaucoup prêter d'attention aux messages que vous envoient les autres pour pouvoir s'en servir et faire progresser les idées. Et c'est encore une fois tout à votre honneur. C'est déjà la troisième fois que je le dis, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup d'éléments à faire valoir. Je- Alors, vous avez évoqué les championnats du monde du coup de 2027 en Haute-Savoie, donc du 24 août au 5 septembre 2027. Alors, il y aura 20 championnats du monde réunis sur un même territoire, de la route à la piste, du BMX au VTT, du gravel au paracyclisme. Ce sera seulement la seconde édition de ces super mondiaux. Alors, expliquez-nous ce format inédit et comment la France est-elle parvenue à décrocher un tel événement au-delà de sa place phare dans le cyclisme mondial? Alors, d'abord, effectivement, le concept, on a aujourd'hui une vingtaine de disciplines du cyclisme différentes. Mhm. Chaque discipline a ses championnats du monde chaque année, aux quatre coins du monde, Ouais. dispersés. Et l'idée du président de l'Union cycliste internationale, qui est une idée assez géniale, c'est de dire une fois tous les 4 ans, l'année qui précède les Jeux olympiques, on regroupe toutes nos disciplines au même endroit, au moins dans un même pays, et on fait des super championnats du monde qui donnent une puissance événementielle assez importante. Pour vous donner une idée, pour 2027, France Télévisions va se mettre en mode, entre guillemets, Jeux olympiques, Mhm. et on aura à peu près 5 heures d'antenne en direct tous les jours sur les différentes disciplines du vélo Considérable. pendant 13 jours. Ouais. Donc voilà, ça donne de la puissance effectivement à notre sport en général. Euh, alors pourquoi la France? Bah, la France on cherchait en tous les cas à faire revenir en France un événement qui n'a pas eu lieu depuis 2020, qui est quand même le plus gros de l'UCI, qui est le championnat du monde sur route. Moi, j'ai réussi à avoir à peu près tous les autres Mm. entre 2017 et 2024. Ça faisait partie de la performance, ça. Mais il nous manquait la route. Ouais. Et voilà, il y avait des discussions, plus ou moins. Et puis, l'opportunité, le volontarisme d'un président de conseil départemental, en l'occurrence celui de Haute-Savoie, qui était partant pour un projet de championnat du monde sur route. Et puis, quand le président de l'Union cycliste internationale lui a dit, bah, si vous voulez le faire avant 2028,
Il n'y a qu'une solution, c'est 2027, mais là, il faut me prendre tous les championnats du monde, ça sera les super championnats du monde. Et le président Martial Sadier de Haute-Savoie, qui est vraiment quelqu'un qui peut prendre des décisions rapidement et efficacement, a dit, banco, on prend tout et on fait ces super championnats du monde. Et voilà, l'aventure est partie comme ça. Merci pour ces belles précisions. Vous avez évoqué des chiffres importants. Vous dites notamment que France Télévisions allait assurer 5 heures d'antenne pendant 13 jours. Au niveau des chiffres budgétaires, on parle, je crois, d'un budget d'organisation de l'ordre de 45 millions d'euros et on parle de près de 280 millions d'euros de retombées économiques attendues. Vous dites d'ailleurs que toutes les entreprises doivent trouver leur activité accélérée par ces championnats du monde. Alors, comment un mondial devient-il un véritable projet de territoire profitable à ces entreprises? Alors, tout simplement parce que, là encore, pour resituer, entre les Jeux de 2024 et les Jeux de 2030, on est le seul événement qui a fait l'objet d'un décret un peu particulier qui facilite les choses, Mmh. notamment sur le plan organisationnel et fiscal. Et heu, on l'a vu avec 2024, pour évidemment des entreprises qui ont un rapport avec l'événementiel sportif, ça a été une source d'opportunités. Ça a été un accélérateur sur le plan des compétences, parce Oui. qu'on est très challengé. Et nous, on veut juste que 2027 s'inscrive dans cette même trajectoire entre 24 et 30. Et on commence à avoir un nombre assez important d'entreprises qui ont été des prestataires de 2024, qui ont travaillé avec Mmh. 2024, qui travailleront probablement avec 2030. Les marchés sont encore pas passés, mais à coup sûr, ils travailleront avec 2030. Et on leur apporte là l'opportunité d'avoir une continuité dans leur expertise sur l'événementiel quand même complexe dans notre pays. Oui. Et c'est ce que je voulais dire à travers cette expression, et puis peut-être également à l'attention, pardon, des entreprises plus locales, de Haute-Savoie notamment. Bien, il y a là des marchés propres à cet événement qui s'ouvrent, et on le voit dans les appels d'offres aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises locales, au Savoyard notamment, répondent seules ou en consortium. Mmh. Et ça, je trouve que c'est très très bien, parce que c'est ce que l'événement doit renvoyer finalement aussi au territoire local et à la nation plus largement. Alors, passons désormais, on va redescendre sur la route parce que vous évoquiez votre volonté d'organiser ces championnats du monde sur route. Le Tour actuellement, bat son plein. On enregistre malheureusement aussi pendant ce Tour une problématique qui est, fréquente et quotidienne en France, c'est la problématique de la canicule qui subit actuellement une forte canicule en France. On n'a pas la clim d'ailleurs au studio. Le peloton a d'ailleurs couru, je crois, la 4e étape vers Foix par 38°. L'UCI a logiquement assoupli les règles de ravitaillement. Le ministère de l'Intérieur a exceptionnellement autorisé les préfets à suspendre ou annuler une étape en cas de canicule qu'on va dire extrême. Vous avez vous-même qualifié le dérèglement climatique d'épée de Damoclès et vous avez reconnu qu'un préfet pouvait interdire, à votre sens, une manifestation en cas de canicule. Alors, ma question est la suivante. Au regard du réchauffement climatique qui va forcément aller en empirant, ne serait-il pas plus pertinent de mettre en place un protocole chaleur contraignant dans les règlements, comme il peut en exister en matière de protocole commotion, plutôt que des dérogations décidées, finalement au cas par cas. Alors, le souci qu'on a en cyclisme tout court, mais particulièrement en cyclisme sur route, c'est qu'on est confronté, c'est aussi ce qui fait la magie de notre sport, mais on est confronté à tous les aléas Oui. météo, pas que la chaleur. Mmh. Sur d'autres épreuves, je pense au Tour d'Italie par exemple, qui est au printemps, Mmh. souvent ils sont confrontés à la neige. En montagne, hein, en haute montagne, voilà, ça arrive assez fréquemment. Oui, On a les risques de plus en plus significatifs de tempêtes d'orage, oui. de vents forts, très forts, de vents violents. Donc, c'est pour cette raison que l'Union cycliste internationale a établi un protocole, non pas chaleur, mais intempéries, en fait, Oui. qui amène des situations de négociation à chaud, hein, enfin chaud, sans jeu de mots, mais sur le terrain avec tous les acteurs Mmh. concernés, et en premier lieu les représentants des coureurs, pour se dire, là, possible, pas possible, on peut courir, on peut pas courir. Si on peut courir, quels aménagements est-ce qu'on prend, adaptés à la situation du moment précise de la journée où ça se passe, ou alors est-ce qu'on considère qu'on peut faire une étape normalement. Donc je pense que là-dessus, on a la capacité de réaction, et d'ailleurs les coureurs condamnent pas ces situations globalement, hein. Ils sont habitués à faire leur métier dans des conditions assez difficiles, Oui. ils condamnent pas. Et ils savent que ça fait aussi partie du jeu, dans le sens où la chaleur, comme le froid, est un critère de différenciation, de performance entre les athlètes. Après,
Là où je parle d'épée Damoclès, c'est que moi, je suis comme tout le monde, hein. Je me rends compte et j'écoute et on me dit la fréquence de ces phénomènes va s'accentuer, Mmh. donc plus fréquent et plus violent. Donc pour la chaleur, plus haut. Mmh. Bon, moi, je suis conscient qu'à un moment, il y a une limite à la possibilité d'être en course sur un vélo. Tout à fait. Il y a une limite. Savoir où elle est, ça dépend de tellement de paramètres, pas que de la température, du vent, de l'hygrométrie, il y a plein de trucs qui rentrent en ligne de compte, mais il y a une limite. Et par rapport à ça, c'est évident qu'on doit commencer sans précipitation. Il ne faut pas réagir non plus dans l'urgence, mais sans précipitation, simplement en responsabilité. Comment, vers quoi on va dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, pour l'organisation des courses cyclistes sur la période estivale. Et ça, on ne peut pas faire abstraction de cette réflexion-là. Elle est internationale, elle est aussi nationale. Alors, cette réflexion, on l'a menée, du coup, dans le cadre d'une canicule en coordination, du coup, avec les coureurs, comme vous l'évoquiez. Cette coordination, elle est importante, mais j'aimerais parler d'une autre coordination qui n'est pas forcément, du coup, prévue généralement par les textes et c'est une tension d'actualité sur laquelle j'aimerais revenir, pardon. C'est parfois des équipes qui sont écartées, selon un contexte géopolitique ou encore dans d'autres disciplines telles que le football, on constate parfois une immixtion de présidents en exercice, dont je tairai le nom, afin d'obtenir la levée de suspension d'un joueur. Est-ce que, du côté du cyclisme, on peut véritablement rester à l'écart de la politique internationale? Non, 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 on ne peut ça a le mérite pas. d'être clair. On est rattrapé par les décisions du CIO, on est rattrapé par plein de choses. Malheureusement, non, la réponse est non. Et pour autant, je pense que l'Union cycliste internationale, comme d'autres grandes fédérations, fait le maximum d'efforts pour pouvoir séparer le traitement des sujets sportifs de toute immixtion politique. Évidemment que l'exemple qui vient d'être donné par le président des États-Unis et l'organisation de la Coupe du Monde de football est désastreux. Parce que ça envoie là le signal le pire, c'est que déjà qu'on est toujours un petit peu en difficulté pour s'affranchir de certains contextes politiques qui pèsent d'une Mmh. manière ou d'une autre sur le sport. Là, pour le coup, c'est le politique qui rentre sur le terrain de jeu. Et ça, c'est la pire des choses qu'on peut avoir. Et on en parlait hier soir en marge d'une réunion au CNOSF, mais la crainte, c'est de se dire, mais l'année prochaine, on est à Los Angeles. euh, Qu'est-ce que peut faire le président des États-Unis pour retarder une équipe nationale de se rendre sur un terrain, pour lui mettre des contraintes administratives particulières? Vous voyez, ça fait craindre que par le politique, quelque part, on puisse tricher. Et c'est encore pire que le dopage, quoi. Quelque Oui. part, Ouais. c'est la négation du sport. Et vous dites d'ailleurs que le cyclisme n'est pas à l'abri du coup de ce type de problématique? Aucun grand sport ne peut l'être, Oui. à mon sens. Il faut, en tout cas, se sentir à l'abri, ça serait manquer de vigilance et de responsabilité pour moi. Merci pour ces précisions. Alors pour finir, quelques questions sur lesquelles je vous invite, si vous me le permettez, de répondre au tac. Assez rapidement, on constate, on regarde l'actualité, l'éclosion d'un grand talent français. On parle notamment de Paul Sexas forcément, vainqueur cette saison du Tour de Pays-Bas, de la Flèche Wallonne. C'est le plus jeune, participant du Tour de France depuis 1937, excusez du peu, ça fait près de 100 ans quand même. Alors, j'allais vous poser la question de savoir que représente l'éclosion d'un jeune talent de cette nature au niveau du cyclisme, mais plutôt la question, c'est de savoir si vous estimez, un, qu'il peut gagner le Tour de France et deux, si, sans trahir votre devoir de réserve, vous estimez d'ici combien de temps? Oh, alors je vais répondre très rapidement et simplement. Il peut gagner le Tour de France, Oui, oui. oui, Et le Tour de France, c'est aussi parfois une affaire de circonstances, tout à fait. donc je pense dès cette année. D'accord, écoutez, on prend Peu, note. hein, j'ai bien dit peu. Voilà. Non, plus sérieusement, Paul Sexas fait partie des 4 ou 5 meilleurs potentiels pour le Tour de France. Mmh. Le sport cycliste, on l'a suffisamment dit, est un sport d'aléas. La chute, les circonstances, plein de trucs. Mmh. Donc, quand vous êtes dans les 5 ou 6 meilleurs coureurs du Tour de France, intrinsèquement, Tout à fait. vous pouvez. Ça ne veut Ouais. pas dire que vous allez, mais vous pouvez. Vous faites partie de ceux qui peuvent gagner. Merci pour cette réponse honnête. Alors, les 2 dernières questions assez rapides. Premièrement, les JO de Los Angeles, vous l'avez évoqué, arrivent en 2028. Quel est votre objectif en matière de médailles? Premier objectif, ça sera 2027 pour nous. Oui. C'est encore peut-être plus important sur cette Olympiade. Et pour les objectifs de médaille 2028, on n'en a encore pas tout à fait à affiner
Ceci, mais on essaiera de maintenir notre rang le mieux possible. 9, c'était beaucoup. Ouais. Notre zone de stabilité, elle est plutôt autour de 6 médailles, ce qui est Mhm. déjà pas mal. On vous le souhaite. Dernière question, si vous pouviez promulguer une seule loi pour le vélo, une loi que l'on appellerait la loi Callot, laquelle serait-elle? Oh, ça serait incontestablement une loi de protection des cyclistes sur la voie publique et qui permette de meilleure manière de laisser un petit peu d'espace sur cette voie publique pour qu'elle puisse devenir de temps à autre un terrain de sport. Merci. Le mot de la fin à la mode offside, en une phrase, le vélo de demain, il roule vers quoi? Il roule vers un bel horizon parce que la société se transforme et qu'elle remet le vélo au cœur de ses projets. Merci à Monsieur Callot pour ce tour d'horizon, pour la franchise, l'expérience, le retour d'expérience que vous avez pu partager à nos auditrices et auditeurs. Alors avant de nous quitter, un petit cadeau, une carte du département de l'Ain, gravée au 19e siècle, pour la tasse nationale illustrée de Levasseur, que vous connaissez sûrement. Vous y retrouverez notamment Bourg-en-Bresse, là où tout a commencé pour vous. Et merci à vous pour votre passage Merci beaucoup. et bonne route, Merci. Monsieur le Président. J'apprécie beaucoup. Merci beaucoup. Merci à Merci. vous. Merci.